Fin de l'été, 55 avant notre ère. L'air est épais et lourd à l'intérieur de la grande longhouse des Éburons. La pluie bat un rythme incessant et lugubre sur le toit de chaume de l'oppidum, un camp fortifié, taillé dans le cœur sombre de la forêt ardennaise. À l'intérieur, la seule lumière provient d'un foyer central, dont les flammes s'étirent comme des doigts désespérés vers les chevrons noircis par la fumée. L'air a le goût de laine mouillée, de bière aigre et de quelque chose de métallique et d'âcre, l'odeur persistante de la peur. Autour du feu sont assis les chefs et les guerriers de la tribu. Leurs visages, illuminés par la lueur orangée vacillante, sont des masques sombres de cuir durci et de barbe broussailleuse. Leurs mains, marquées par une centaine d'escarmouches, reposent sur les poignets de leurs épées longues et les hampes de leurs lances. Ils écoutent Cativolcus, leur roi vieillissant, dont la voix est un grondement sourd, éraillé par la colère et l'épuisement. Ils viennent de subir une défaite, pas une catastrophe, pas encore, mais une leçon vive et brutale infligée par les légions de Gaius Julius César. Maintenant, les émissaires des tribus du Sud, les Trévires et les Nerviens, parlent d'une grande confédération, une dernière alliance pour repousser les aigles des étendues alpines à jamais. Le débat est vif. De jeunes guerriers, le sang encore chaud, parlent d'honneur et de vengeance. Ils frappent les tables de bois et rugissent leurs défis. Les hommes plus âgés, les yeux assombris par le souvenir des victoires romaines passées, parlent de prudence, de sauver la récolte, d'attendre que l'hiver engloutisse les envahisseurs. Dans ce creuset de défis et de désespoir, deux gardes poussent un homme en avant. Ce n'est pas un guerrier, on le voit à sa posture, pas avec la posture large et ancrée d'un épéiste, mais avec la légère courbure d'un homme qui passe ses journées penché sur son travail. Son nom est Bodan. Ses mains sont épaisses et calleuses, mais les cicatrices proviennent d'échardes et de ciseaux errants, pas de lames. Sa tunique est une chose étrange et hybride, le tissage grossier de sa tribu, mais coupé plus court, à la romaine. Depuis 1 mois, il était captif, un prix pris par une patrouille de cavalerie de la Legio Decima Equestris. Il n'était pas un combattant mais un artisan, un bâtisseur de ponts et de remparts pour son propre peuple. Les Romains, reconnaissant son talent, l'avaient mis au travail. Maintenant, racheté et rendu, il se tient devant son roi, clignant des yeux à la lueur du feu. Cativolcus lève une main et le murmure s'apaise. Bodan, la voix du roi résonne dans le silence soudain. Tu as vu leur camp, tu as vécu parmi eux. Les impétueux me disent que nous devons combattre. Les aînés me disent que nous devons attendre. Toi, tu nous diras ce que tu as vu. Parle-nous de ce César, parle-nous de ces légionnaires. Sont-ils des hommes ou sont-ils les démons de fer dont parlent les druides? Bodan déglutit, la gorge sèche. Il ne regarde pas le roi, mais les visages des guerriers autour de lui. Il voit le feu dans leurs yeux, le même feu qu'il ressentait autrefois. Il se souvient de la fierté qu'il avait à construire le grand mur de bois de leur oppidum, une tâche qui a pris 2 saisons. Ce sont des hommes, commence Bodan, la voix rauque, étrangère même à ses propres oreilles. Ils saignent, ils se fatiguent, ils maudissent la pluie, tout comme nous. Quelques guerriers acquiescent, un murmure de validation parcourt la salle. Il fait partie d'eux. Il comprend. Mais Bodan hésite, rassemblant ses pensées, cherchant les mots pour quelque chose qu'il comprend à peine lui-même. Ils ne sont pas comme nous. Nous sommes la forêt. 1000 arbres puissants, chacun formidable, chacun grandissant selon sa propre force. Eux, ils sont la hache, sans hache, brandis par une seule volonté, tombant dans un rythme qui ne s'arrête pas. Ni pour le soleil, ni pour la pluie, ni pour la rivière. Il marque une pause, son regard balayant le conseil. Je n'étais pas dans leur ligne de bataille. Ils m'ont mis au travail dans leur forêt. Et ce que j'y ai vu, ce qu'ils ont fait aux arbres, à la terre,
à la rivière elle-même. Cela devrait vous effrayer plus que n'importe quelle ligne de leurs courtes épées. Un silence épais et méfiant s'abattit sur la grande maison, rompu seulement par le crépitement du feu et le tambourinement de la pluie. Les guerriers se penchèrent, leur bravade initiale remplacée par une curiosité tendue. Qu'y avait-il de plus effrayant qu'un mur de boucliers et 1000 épées courtes? Bodan prit une inspiration, le souvenir encore vif, encore accablant. Ils m'ont emmené au grand fleuve, le Rhin. Nos chamans disent que c'est le domaine d'un dieu, une barrière que les esprits eux-mêmes n'osent pas franchir facilement. Il gesticula avec ses mains, essayant de transmettre l'impossible largeur. Il coule si vite qu'il pourrait emporter une troupe de guerre. Le sol sur ses rives est de la boue molle et de la pierre. Construire un pont là-bas, cela nous prendrait des années. Nous ferions des offrandes, étudierions les courants pendant une saison, abattrions les chênes les plus anciens et les façonnerions un par un pour qu'ils s'adaptent au lit du fleuve. Il croisa le regard de Cativolcus. Les Romains n'ont fait aucune offrande. Leur centurion, un ingénieur, un praefectus fabrum, s'est rendu au bord avec son commandant, César. Il n'a pas regardé le fleuve comme un dieu. Il l'a regardé comme un ennemi. Il a pointé du doigt, parlé dans son latin haché, puis lui a tourné le dos. Le fleuve, pour lui, était déjà vaincu. La bataille n'était qu'une question d'effort. Le lendemain matin, à l'aube, les cornes ont sonné. Pas l'appel aux armes, mais une série de coups courts et percutants. Et hors de la forêt sont sorties 2 cohortes de la 7e Légion et 2 de la 10e. Mais elles ne portaient pas leurs pilas ni leurs boucliers. Elles portaient des haches, des dolabras, des scies, de grandes lourdes masses, et des outils que je n'avais jamais vus, de longs bâtons de bois marqués et des cordes enduites de craie blanche. Un jeune chef nommé Vercorix, son visage peint de spirales bleues de défi, renifla. Des haches? Nous avons des haches. Quelques bûcherons ne représentent aucune menace pour les guerriers des Éburons. Bodan secoua lentement la tête, un geste triste et entendu. Il n'y en avait pas quelques-uns. C'était 1000 hommes. Ils se sont enfoncés dans les arbres non pas comme une équipe de bûcherons, mais comme une armée envahissant une ville. Les centurions ne leur criaient pas de travailler plus dur. Ils criaient un rythme. Unus, duo, trait, et aux tresses, 500 haches mordaient le bois dans le même instant. Un son comme un unique coup de tonnerre. Boum. Puis encore. Boum. Ils ne coupaient pas n'importe comment. Chaque homme frappait le même arbre, au même endroit, dans un schéma parfait. Les arbres ne tombaient pas. Ils étaient exécutés. Il décrivit la scène, le chaos discipliné. Pendant qu'une ligne de légionnaires abattait les arbres, une autre avançait derrière eux, dépouillant les branches de coups rapides et économiques. Derrière eux, des équipes d'auxiliaires, des hommes de tribus alliés harnachés à des bœufs, traînaient les troncs dépouillés vers une clairière. Et dans cette clairière, continua Bodan, sa voix s'abaissant, se trouvaient les vrais artisans, les fabris. Ils n'utilisaient pas leurs yeux pour mesurer. Ils utilisaient des gabarits, des patrons en bois, pour chaque type de bois dont le pont aurait besoin. Les pieux principaux, les traverses, les renforts. Ils avaient un patron. Ils le posaient sur la bûche, traçaient une ligne à la craie blanche et sciaient. Chaque coupe était parfaite. Chaque angle était identique. Alors que nos meilleurs constructeurs passaient une demi-journée à façonner une seule grande bûche pour l'ajuster à une autre, eux en fabriquaient 100 copies. 100 jumeaux, prêts à être assemblés. Ils ne construisaient pas un pont. Ils créaient ces éléments comme un forgeron forge 100 pointes de lance identiques. La salle était complètement silencieuse maintenant. Les chefs ne pensaient plus aux lignes de bataille et aux embuscades. Ils imaginaient une forêt disparaissant. Ils entendaient le son surnaturel et synchronisé des haches romaines. Au coucher du soleil, ce premier jour, conclut Baudin,
sa voix à peine un murmure, une partie de la forêt avait disparu. À sa place, il ne restait qu'un désert de souches. Et sur la rive du Rhin, il y avait une montagne de bois, des milliers de poutres, toutes coupées à des longueurs précises, toutes taillées en pointe, toutes entaillées et prêtes. Les légionnaires n'étaient ni épuisés ni en train de célébrer. Ils nettoyaient et aiguisaient leurs outils pour le lendemain. Et le fleuve, le grand Rhin, il continuait à couler, ignorant. Il ne voyait pas les 1000 dagues de bois sur sa rive, toutes parfaitement faites, toutes prêtes à être enfoncées dans son cœur. Le seul son dans la grande salle était le crépitement du feu pendant que la pluie tombait par le trou de fumée. Les chefs fixaient Bodan, leurs esprits luttant pour assimiler l'image d'une forêt démantelée comme un jouet d'enfant. Ce fut Vercorix, le jeune et insolent, qui rompit enfin le sortilège. Sa voix était plus basse maintenant, dépouillée de son arrogance antérieure. « Le bois, c'est du bois, » dit-il, essayant de s'accrocher à une vérité simple. Une pile de planches, sur la rive d'une rivière, n'est pas un pont. Le Rhin a un courant qui peut arracher les racines d'un chêne. Il emporterait leurs petites bûches parfaites comme des brindilles. Comment les ont-ils mises dans l'eau ? Bodan hocha lentement la tête, las. Il s'était posé la même question, observant depuis le camp de travail gardé. « Le deuxième jour, » répondit-il, « ils sont entrés en guerre avec la rivière elle-même. Ils n'ont pas essayé de l'adoucir. Ils n'ont pas essayé de la détourner. Ils l'ont attaquée, de front. » Il décrivit comment d'immenses radeaux, des rats, avaient été assemblés. Ce n'étaient pas des bateaux élégants, mais des plateformes rudimentaires et puissantes de rondins liés ensemble, suffisamment grandes pour transporter 30 hommes et une montagne d'équipements. Ils étaient poussés et tirés par des cordes dans le courant déchaîné, maintenus en place par d'immenses pierres d'encre lâchées en amont. Chaque radeau était une île flottante d'industrie dans l'eau hostile. Et sur chaque radeau, la voix de Bodan devint feutrée, comme s'il décrivait un rituel interdit. Il y avait une machine, une tour de bois plus haute que 2 hommes, avec un système de poulies et de cordes. Au sommet, un grand tronc de bois cerclé de fer, ou parfois une pierre sculptée, était suspendu. Une fistuca, il l'appelait le bélier. Il pendait là, comme un prédateur patient. Les guerriers dans la longue maison pouvaient l'imaginer. Ils comprenaient les tours et les cordes. Mais ce qui suivit défiait l'ordre naturel des choses. Une équipe de légionnaires mettait en position l'un des pieux taillés en pointe de 40 pieds de long, guidant sa pointe dans le lit de la rivière. L'eau leur résistait, essayant d'arracher le bois de leurs mains. Mais alors, le centurion aboyait un ordre. 20 hommes saisissaient la corde principale. Ils ne criaient pas d'encouragement. Ils scandaient un rythme. « Tol !» Et ils tiraient, le mouton s'élevant lentement dans les airs. Il attendait un moment, les yeux fixés sur le pieu, s'assurant qu'il était droit. Puis, « Mite !» Et ils lâchèrent la corde. Bodan frappa le sol de terre de son poing. Crac. C'était ce son. D'abord un crac profond et nauséabond alors que le pieu de chêne taillé mordait dans le gravier du lit de la rivière. Puis le mouton frappait le sommet du pieu. Pas un son de bois sur bois. C'était un son comme si le monde se fendait. Un boum fracassant les eaux qui résonnaient depuis les arbres. L'eau et la boue volaient dans les airs. Tout le radeau tremblait. Et le pieu était enfoncé d'un bon pied plus profondément dans la terre. Il s'arrêta, les laissant assimiler la violence de l'acte. Encore, Tol, Mite. Le bélier montait, le bélier descendait. Un rythme de force pure et implacable. Aucun homme, aucune bête ne pouvait porter un tel coup. Seulement une machine. Et ils en avaient 10 qui travaillaient de l'autre côté de la rivière. Il leva ensuite 2 doigts, les plaça en forme de V et les pressa sur le sol. Mais voici le génie du diable là-dedans. Il ne plantait pas les pieux droits vers le bas, comme l'aurait fait n'importe quel homme sensé. Il les plantait par paires. Un pieu était incliné vers l'aval, se penchant dans le courant.
son jumeau, était planté à quelques mètres de là, incliné vers l'amont, calé contre lui. Ses deux mâchoires étaient ensuite verrouillées au sommet par une massive traverse, épaisse de 2 pieds, ajustée dans des encoches qui avaient déjà été taillées. Il formait un triangle de bois unique et incassable, un cadre en A que la pleine force du Rhin ne pouvait pas déloger. Plus la rivière poussait, plus les pattes inclinées s'enfonçaient dans la terre. Il regarda autour du feu, les visages stupéfaits. Il ne construisait pas un pont. Il construisait une série d'immenses dents de bois et les enfonçait dans la mâchoire du lit de la rivière, l'une après l'autre, chacune reliée à la suivante. À la fin du 4e jour, 2 lignes de ces triangles monstrueux, une pour chaque côté du pont, s'étendaient sur un tiers du Rhin. Ce n'était plus une collection de bois, c'était un squelette, un monstre surgissant de l'eau, et le dieu de la rivière, malgré toute sa fureur, ne pouvait que se briser contre lui. Le roi Cativolcus se pencha en avant, ses vieux poings blancs serrant les accoudoirs de sa chaise sculptée en bois. L'histoire dépassait la simple construction. Bodane décrivait une forme de guerre contre la nature elle-même, exécutée avec la même discipline terrifiante qu'une légion avançant sous le feu. L'esprit du roi, habitué au rythme saisonnier des semailles et des moissons, des raids et des trêves, ne pouvait pas saisir pleinement la vitesse, la pure violence industrielle de tout cela. 4 jours pour construire un squelette, murmura Cativolcus, la voix chargée d'incrédulité. Même si la rivière ne pouvait pas l'emporter, poser la chaussée, la rendre assez solide pour une colonne d'hommes en armure et leurs chariots de bagages, c'est le travail d'une saison. Bodane laissa échapper un souffle court et sec qui ressemblait presque à un rire, mais il n'y avait aucune gaieté. « Une saison ?» répéta-t-il en secouant la tête. « Roi, tu penses encore comme nous. Tu penses à une tâche après l'autre. Les Romains, ils font tout en même temps. » Il expliqua qu'à peine les premières paires de chevalets, les grands triangles de bois, étaient guertes plantées et coiffées, qu'une autre sorte de légionnaire grouillait dessus. Ce n'étaient pas les équipes de force brutes qui actionnaient les moutons. C'étaient les immunisés, les spécialistes, des hommes exemptés du travail ordinaire en raison de leurs compétences spécifiques. Pendant que les équipes de Fistuca continuaient leur travail tonitruant plus loin dans la rivière, dit Bodane, ses mains modelant l'air, le pont était déjà en train d'être construit derrière eux. Ils n'attendaient pas que les fondations soient terminées. La structure poussait depuis la rive comme une liane vivante. Des équipes de charpentiers, sécurisées par des cordes, se déplaçaient sur les chevalets fraîchement coiffés. Ils transportaient des poutres précoupées, les tigna jugmentaria, les solives. Vous comprenez ? Pendant que les pieux étaient enfoncés à l'avant, les solives étaient posées à l'arrière. Chaque solive avait été coupée en forêt à la largeur parfaite. Elle tombait dans les encoches des traverses avec un bruit tel que les os d'un géant s'emboîtaient. L'imagerie réduisit à nouveau le silence dans la salle. Ils imaginèrent faire la scène, une centaine d'hommes enfonçant des pilotis avec une brutalité rythmique à la pointe du projet, tandis que 100 autres suivaient immédiatement derrière, posant le sol avec la précision de tisserand à un métier à tisser. Et ce n'était pas juste une couche de travail, poursuivit Bodane, sa voix s'élevant avec le souvenir de l'activité débordante. Pendant que les solives étaient déposées, d'autres cohortes transportaient les planches de revêtement de la route, les longurilles. Dès qu'une section de solives était sécurisée, elle s'y précipitait, posant ses planches, leurs marteaux résonnant dans un nouveau rythme plus rapide. Tap, 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 tap. Un bavardage métallique constant qui s'élevait au-dessus du rugissement de la rivière, et derrière eux, une 3e vague d'hommes suivait, attachant tout ensemble, non pas avec de simples cordes, mais avec des osiers et des fibules de fer, de grandes agrafes métalliques qu'ils fermaient à coups de marteau. Il regardait de visage en visage, essayant de leur faire comprendre l'incroyable simultanéité de tout cela.
C'était une machine d'hommes. Les pilotis étaient les dents, mâchant le fleuve. Les charpentiers étaient les entrailles, digérant le travail. Les poseurs de route étaient les membres, le propulsant en avant. Chaque partie bougeait en séquence, mais toutes les parties bougeaient en même temps. Il n'y avait pas de pause, il n'y avait pas de confusion. Les centurions parcouraient la longueur de la structure grandissante, sans crier, se contentant de pointer, corrigeant la prise d'un homme ici, ajustant un bois là. Le plan existait déjà, parfait et complet, dans l'esprit de leur préfectus fabrum. Les légionnaires étaient simplement les mains exécutant une volonté déjà décidée. Au 7e jour, le dernier pieu fut enfoncé sur la rive lointaine. Au 8e, la dernière planche fut martelée en place. Au 9e, ils construisirent des garde-corps et fortifièrent les entrées avec des tours. Les hommes travaillaient par équipe, de jour comme de nuit, à la lumière de 1000 torches. Au matin du 10e jour, la voix de Baudin se brisa dans un mélange d'admiration et de terreur. C'était fait. Un pont de bois et de fer, long de 400 pas, se dressait sur le Rhin. Il ne fléchissait pas, il ne craquait pas. On aurait dit qu'il avait poussé du lit de la rivière lui-même, une partie du paysage. Et César, qui avait observé depuis sa tente tout ce temps, monta simplement à cheval et mena la 13e légion à travers, leurs sandales cloutées faisant un bruit de tonnerre roulant sur le nouveau bois. Un silence profond et glacial s'abattit sur les chefs des Ébures. La pluie s'était adoucie en bruine et le feu n'était plus qu'un lit de braise incandescente, projetant de longues ombres dansantes sur les murs de la grande maison. Les récits des légions romaines, de leurs charges disciplinées et de leurs boucliers imbriqués étaient déjà suffisamment terrifiants. Mais ceci était autre chose. C'était l'histoire d'un ennemi capable de commander à la terre elle-même, de vaincre un dieu en 10 jours. Baudin, l'ingénieur de retour, se tenait épuisé au centre de la salle. Il avait livré son témoignage. Il avait dépeint, non pas des hommes, mais une force. Ce fut Cativolcus, le vieux roi, qui parla enfin. Sa voix n'était plus le grognement d'un chef de guerre, mais le râle las d'un homme qui avait vu trop d'hiver. Il regarda Vercorix, le jeune chef qui avait parlé si hardiment d'âches et de défis. « Vercorix, dit doucement le roi, tu as parlé de nos haches. La hache d'un seul guerrier est l'outil de sa propre volonté. Elle mord où il commande. Elle est forte. » Il fit ensuite un geste de sa main tremblante vers Baudin. Ce qu'il décrit, c'est 1 millier de haches, agissant comme une seule. Ce n'est pas leur force qui est l'arme, c'est leur unité, leur ordo, leur ordre. Le roi se leva lentement, ses articulations craquant. Il se dirigea vers le grand poteau central qui soutenait le toit de sa salle, un unique et massif chêne noir qui se tenait là depuis des générations. Il passa sa main sur son écorce rugueuse et familière. « Nous avons construit cette salle, dit Cativolcus, sa voix résonnant d'une fierté mélancolique. Cela a pris toute la vie de mon grand-père. Les hommes ont choisi les arbres. Les hommes les ont façonnés avec des herminettes, ajustant chaque courbe et chaque nœud à son voisin. Chaque poutre a une histoire, un esprit. C'est notre façon de faire. C'est solide parce que chaque pièce est unique. » Il se retourna vers le conseil réuni, son regard balayant leurs visages. Le pont romain, il était solide parce que chaque pièce était la même. Il ne demande pas au bois son esprit. Il le dépouille de son esprit. Ils le réduisent en morceaux, segmenta, puis le réassemblent selon leur propre conception. Ils ne s'adaptent pas au monde, ils forcent le monde à s'adapter à eux. Il regarda Baudin. Et après qu'ils aient traversé, après que César ait fait passer ses légions sur ce monument à sa volonté, Baudin déglutit. Ils ont marché dans les terres des Sugambres. Ils ont brûlé des villages et dispersé leurs guerriers. Pas pour conquérir, pas pour tenir la terre. Juste pour montrer qu'ils le pouvaient.
pour prouver que le Rhin n'était plus une frontière, qu'il n'y avait nulle part où se cacher. Le détail final et dévastateur frappa comme un coup physique. Le pont n'était pas juste un outil, c'était un message. « Et quand ils sont revenus ?» demanda un autre chef, sa voix à peine un murmure. « Ils sont revenus 18 jours plus tard, » répondit Bodan. La campagne était terminée. César se tenait du côté gaulois et donna un ordre. Et les mêmes légionnaires qui avaient construit le pont, les Fabri et les Immunes, s'y avancèrent avec des scies et des pieds de biche. Ils travaillèrent avec la même vitesse effrayante, le même rythme surnaturel. Ils le démantelèrent, poutre par poutre, pieu par pieu. Ils récupérèrent chaque fermoir de fer, chaque bois utilisable. En 2 jours, il ne resta rien. Aucune trace. Le Rhin coulait comme toujours. C'était comme si le pont avait été un fantôme, un rêve. Mais nous savions tous qu'il avait été réel. Le fleuve le savait. Et les Sugambres, de l'autre côté, recroquevillés dans les cendres de leur maison, ils savaient. Le sens était clair et absolu. Le pont n'a pas été construit pour durer. Il a été construit pour faire passer un message. Nous pouvons traverser n'importe quelle rivière. Nous pouvons entrer dans n'importe quel pays. Nous pouvons vous frapper quand nous le voulons. Et ensuite, nous pouvons disparaître, vous laissant vous demander quand nous reviendrons. Vercorix, le jeune guerrier fougueux, s'assit lentement. La peinture bleue sur son visage ressemblait moins à un signe de défi qu'à une ecchymose triste et fanée. Les discours sur la Confédération, sur un grand soulèvement gaulois, ressemblaient sans doute maintenant à des enfants qui prévoient de combattre un raz-de-marée avec des boucliers en osier. Comment pouviez-vous tendre une embuscade à un ennemi capable de construire une forteresse du jour au lendemain ? Comment pouviez-vous couper un ennemi qui pouvait simplement construire une route à travers un gouffre ou une rivière pour contourner vos pièges ? Vous ne pouviez pas combattre la tempête. Vous ne pouviez pas combattre le tremblement de terre. Et vous ne pouviez pas combattre les Romains. Pas comme ça. Leur vraie arme n'était pas le glaive ou le pilum. Ce n'était même pas l'aigle qui flottait au-dessus de leur légion. C'était le coup de hache synchronisé, le martèlement incessant du mouton et la certitude inébranlable que tout obstacle, qu'il s'agisse d'une forêt, d'une montagne ou d'un dieu, n'était qu'un problème d'ingénierie. C'était la puissance horrifiante, organisée et imparable de la volonté romaine, la volonté de construire et la volonté de détruire.